dynamique où j'ai mis ensemble des acteurs de la société civile et des intellectuels. Nous pouvons dire que c'est vrai, vu les résultats, et je vais le dire maintenant tout à l'heure quand on va entrer dans l'analyse même de la situation, on a des problèmes sérieux avec notre candidat. On a des problèmes sérieux et on doit tirer des leçons. On a déroulé le tapis rouge partout. Non, on a des vrais endroits où on pensait que c'était, pour utiliser une expression chez RDPC, le socle granitique. Oui. C'est pourquoi je vais dire mes quatre vérités au président ce soir. C'est important de dire ces quatre vérités. Nous rappelons que nous n'avons pas la prétention ni le droit de proclamer les résultats de cette élection. On ne va pas faire comme quelqu'un qui l'a fait et qui commence, ça suscite beaucoup de réactions. Vous dites justement que premier renseignement, votre engagement derrière le candidat BIA et non derrière le RDPC. Ouais. Deuxième enseignement, au regard des éléments que vous avez l'impression justement que votre choix est en train d'aller vers... Les convictions, vous savez pas des convictions. Et c'est là où on doit interpeller le président de la République parce que là, les choses peuvent déraper en fonction de l'usage de la force publique. Et nous devons l'interpeller ce soir sur les dérapages qu'un ensemble d'acteurs à ses côtés entretiennent l'ensemble des dérapages. Et il est question pour nous de rappeler les fondamentaux parce que, vous savez, la philosophie, c'est pas seulement une mascarade pour la métaphysique. Donc, le philosophe, c'est aussi un penseur, c'est aussi celui qui est comme le conseiller des princes. Il n'est pas seulement question parce que les gens ont cru que la philosophie est critique, un exercice critique, c'est-à-dire on doit critiquer, mais à ce niveau précis, on doit être, lorsque les institutions sont menacées, lorsque les institutions sont envahies par une horde d'intolérants, par une horde de fanatiques, par une horde d'extrémistes qui veulent se venger, on doit prendre sur nous de défendre cette institution parce qu'en fait, la pensée est mère de la République et la République sécurise la pensée. En dernier, c'est lequel? Alors, Jean-Jacques, je vais être froid dans l'analyse parce que n'appartenant pas à un quelconque parti politique, je pense que l'élection s'est déroulée et je me réjouis de l'introduction que vous avez faite tout à l'heure, à savoir qu'il y a un avant, un pendant et un après élection présidentielle dont on a une vie. Mais mes impressions sont mitigées parce que, voyez-vous, c'est vrai que ces derniers temps, il y a quelque chose qui a pignon sur rue dans notre société qu'on appelle l'intelligence artificielle. Mais si on essaye d'exclure cela ou d'examiner, on va se rendre compte que notre processus électoral a encore du chemin et qu'il faut encore beaucoup travailler, suffisamment travailler pour que on essaye d'éviter un certain nombre de choses, notamment ce que nous avons pu voir. Je ne sais pas jusqu'à quel degré cela est vrai, n'est-ce pas, des fraudes à gauche et à droite, oui. Donc c'est regrettable parce que pour une démocratie, je pense qu'il faudrait qu'on fasse un pas en avant et qu'on essaye, n'est-ce pas, de laisser que le peuple s'exprime et que par la suite, la volonté du peuple soit respectée. Donc je pense que l'élection s'est déroulée et les acteurs sont dans le travail et qui de droit... Le peuple qui fait beaucoup de bruit n'est pas forcément celui qui a raison. Ce n'est pas forcément celui qui a raison, Jean-Jacques. Et un philosophe, je crois que le docteur qui ne me démentirait pas, disait que le peuple pense mal. L'opinion pense mal, merci. Donc c'est pas forcément le bruit. Les bruits ne sont pas forcément liés à la victoire. Et puis, moi je dis, je suis toujours d'accord, Jean-Jacques, que les gens puissent revendiquer, que ce soit les résultats, que ce soit peut-être, entre guillemets, la victoire, que ce soit même leurs droits dans la société, mais je pense que les revendications doivent être encadrées, doivent respecter, n'est-ce pas, une certaine procédure et les institutions doivent être préservées. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes. Je suis très heureux d'être là ce soir. Vous avez une doigt très propre, hein? Vous n'avez pas de vernis Ici, là? D'accord. C'est un combat. Hein? Au fur et à mesure qu'on se lave, qu'on se nettoie, on continue à rentrer dans notre propre coquille. Mais là, on a la marque de la citoyenneté. D'accord. Et première leçon, premiers enseignements de ce scrutin? Le regard introspectif que la société civile que je représente, qui est une société qui a pour mission de veille, d'éveil, de contrôle et d'arbitrage, c'est que nous sommes dans un conditionnement psychologique, un dogmatisme planifié et organisé qui tend vers le chaos. Je vais être froid. Soyons clairs, hein? Oui. On est en fin de journée, donc comme on dit chez nous, baisser un peu le niveau. Je ne baisse pas le niveau. Dogmatisme qui tend vers le chaos. Oui. Nous sommes dans un conditionnement psychologique, un dogmatisme
qui tend vers le chaos. Puisqu'il y a des actes, parce que ce n'est plus seulement psychologique, il y a des actes qui sont posés. Et là, moi, je ne voudrais pas m'intéresser à ceux-là qui ont planifié cela. Je m'intéresse beaucoup plus dans notre rôle de veille. Où sont les organismes, les institutions de régulation des télécommunications pour anticiper? Nous avons vécu il y a 7 ans, cela. Où est ce gouvernement qui devrait avoir des hackers? Parce qu'aujourd'hui, dites-vous, les meilleurs moyens de communication, on a brisé le Népal par les moyens de communication. Où on appelle l'organisme là aussi, c'est ASTIC ou l'Antique. Quel est son rôle, bon Dieu? Au point où on se retrouve que des lanceurs d'alerte prennent en otage la conscience collective. Et rien n'est fait. Un gouvernement qui n'a pas de hackers, au moment de IT, et vous appelez ça comme de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies de l'information et autres, il n'y a pas de hackers pour contrecarrer les lanceurs d'alerte. C'est dans quel pays? C'est où? Alors vous avez fait cette observation en 2018. En 2018. C'est une observation qui a été faite même au commencement de la crise dite anglophone. Où on a laissé tout passer. C'est-à-dire, il suffit de publier, il y a eu mort, et tout le monde reçoit ça jusqu'au village. Mais qu'est-ce que les institutions? On a un sérieux problème de régulation des réseaux sociaux. Dans un pays sérieux, le gouvernement se constitue, il y a des enfants intelligents dans ce pays qui maîtrisent ce domaine-là, se constitue une équipe d'hackers pour contrecarrer, même si vous lancez ça depuis les États-Unis, ça n'entre pas dans notre territoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans une sécurité communicationnelle. Nous sommes aussi prêts à penser que sur l'espace même arrière, on peut on va dire quoi? C'est-à-dire n'importe quoi peut tomber sur notre tête. Ouais. Et que rien, n'y a pas de sécurité. On parle là de la cybersécurité. Un État qui n'a pas de hackers aujourd'hui pour anticiper, pour bloquer, pour contrecarrer les lanceurs d'alerte est un État qui livre la conscience collective. Parce qu'ils sont identifiés. Ils sont identifiés. Merci, docteur. Ils sont identifiés. On sait là où ils sont. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, que nous ayons un ministère de la communication, ça fait quelques jours, c'est hier que j'ai lu quelque chose, communiqué du ministre René Marie, qui n'est pas offensif. On a un ministre de l'administration territoriale qui n'organise aucune communication, mais il est dans les intimidations. On a l'organe de régulation qui ne dit rien. Alors, le ministère des Postes et Télécommunications. Le ministère des Postes et Télécommunications. Vous avez l'agence de régulation. L'agence de régulation des télécommunications. Vous avez l'agence nationale des technologies de télécommunications. Vous avez la DGRE. Vous avez le... Personne ne sort, personne ne fait rien. Il n'y a pas d'accueil. Notre conscience est livrée à elle-même. Notre morale, notre psychologie. Les populations, le peuple est livré à la merci des terroristes psychologiques. Et on nous dit que nous sommes en sécurité. On protège la conscience collective du peuple. Dans un monde moderne, où il suffit d'une seule phrase pour mettre le feu, on ne laisse plus le peuple à la merci. Et de surcroît, lorsqu'il y a la communication gouvernementale, dans des pays sérieux, on sort avec des communications idéologiques. C'est-à-dire on impose la manière de penser en période de crise. On impose la manière de penser au peuple. Parce que, je voudrais dire une chose. Sauf peut-être parce qu'on ne sait pas encore en période de crise. Non, nous sommes parce qu'on pense qu'on n'est pas en période de crise. Alors que vous avez déjà des morts qui sont signalés. Il y a des gendarmes, on a des voitures de gendarmerie, de l'armée qui sont brûlées. Nous sommes en période de crise. Je suis venu dire ce soir et m'adresser aux institutions de la République que assez, c'est assez. Il y a une grosse défaillance de ce côté-là. Comme dans les enseignements de ce processus électoral, on reviendra en profondeur dans la thématique même du programme. Le temps d'accueillir Aimé Cyprien Oulinga, le guide du Front des démocrates républicains, le FDR. Monsieur le Président, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé, bonsoir à mes co-discutants. Je voudrais faire une petite correction. Il ne s'agit pas du Front des démocrates républicains, il s'agit bien du Front démocratique révolutionnaire. Révolutionnaire, voilà. Bien très bien. C'est clair. Voilà. Qui avons soutenu la candidature du président Issa Chiroma Bakary, candidat du FSNC de l'Union pour le changement. Voilà. Sauf que les communicants disent là-bas qu'il ne faut plus communiquer. Qu'on doit s'en tenir à ce que Issa Chiroma a dit, qu'il n'y a plus de porte-parole pour le moment.
là, voilà. Vous êtes là au nom de votre parti politique. Je suis au nom de mon parti, bien entendu, pour dire mon impression, parce que j'ai quand même assisté, j'étais sur le terrain, j'étais dans une commission locale de supervision de vote qui avait pratiquement 7 bureaux de vote où j'ai voté, où j'ai été justement un des acteurs majeurs dans le décompte. Je dois dire que dans mon bureau de vote, je peux quand même parler avec autorité parce que c'est moi que le chef de ce bureau de vote a désigné justement pour ouvrir les enveloppes et proclamer officiellement devant tout le monde à qui appartient tel ou tel bulletin de vote. C'est sorti de l'urne et qui a fait également le tour de 7 centres de vote pour naturellement filmer sur les tableaux justement les résultats qui ont découlé à la fin des dépouillements. Vous étiez dans quel bureau de vote? J'étais dans le bureau de vote A du côté de Nkoyos, du côté d'Nkomo, le quartier Nkomo, à l'église catholique Sainte Famille d'Nkoyos qui avait justement 707 bureaux de vote. J'ai voté dans le bureau A et j'étais justement également membre de la commission locale de ce bureau de vote. D'accord, ça s'est bien passé? On peut dire que dans l'ensemble ça s'est bien passé parce que les résultats que nous avons eus ont été clairs. Ça a été un plébiscite pour le candidat que nous soutenons. Et là, ça s'est bien passé? Et ça s'est bien passé dans le bureau de vote parce que justement on a pu voir les différents résultats affichés au tableau. Des centaines de personnes ont filmé, nos compatriotes ont filmé ces résultats-là. Et maintenant, est-ce que c'est ce qu'on a marqué sur les tableaux qui figurent dans les procès-verbaux? Là est toute notre inquiétude parce que nous avons su... Comment le membre de la commission peut encore venir poser cette question? Non, parce que... Vous êtes avoir vérifié que ce qu'on a proclamé, vous êtes conforme à ce qui est marqué dans les PV. Je voudrais donc vous dire comment ça se passe. Vous avez... Non, écoutez, nous sommes sérieux là. Il s'agit de la pratique, il ne s'agit pas des choses que nous disons au hasard. Parce qu'il faut savoir que le PV, c'est du papier, il y a une double feuille à l'intérieur. Les signatures des membres de la commission, je dirais des scrutateurs, se trouvent à la 8e page, c'est-à-dire la dernière. Ceux des représentants du candidat à la première page et des membres de l'ECAM, je crois. Et puis, les 2 pages à l'intérieur, c'est là où il y a également un certain nombre de choses, parfois les résultats. Et alors, il nous a été signalé qu'après avoir signé par derrière et par devant, lorsque certains de nos amis des Elections Cameroun partaient des bureaux de vote, ils avaient d'autres PV remplis, c'est-à-dire les 2 pages de l'intérieur remplies, il suffit simplement d'enlever de souscrire. Nous avons eu la commission. Vous dites quoi, communal? Non, je parle bien du bureau de vote local. Je ne parle pas du bureau de vote. C'est pas avoir suivi tout le processus jusqu'à conformément au code électoral. Il n'y a pas eu d'entorse. Il n'y a pas eu d'entorse dans le bureau de vote. D'accord. Mais j'ai dit les résultats qui sont proclamés, parce que l'article 100 dit quand même que les résultats acquis dans le bureau de vote sont rendus publics. Oui. Ça veut dire que tout le monde qui est dans le bureau de vote, au moment où on soulève les différents bulletins, comptabilise en même temps que l'assistance. Oui. Et on marque au tableau. Oui. Et après on fait la sommation, n'est-ce pas? Et justement tout le monde filme dans le tableau. Maintenant, ce qui est dans le procès verbal doit être la reproduction sincère, n'est-ce pas, de ce qui est au tableau. Et ça, j'ai dit